Vous êtes sur Rage et laissez-moi vous dire que ça me fait extrêmement plaisir de vous annoncer ce soir le retour d'Exo7, chers amis auditeurs ou nouveaux auditeurs si vous nous découvrez. Sachez que dans Exo7, on va vous raconter des histoires étranges, on va vous dévoiler des informations insolites, on va vous parler de phénomènes mystérieux, bref, on va vous retourner le cerveau dans Exo7. À mes côtés, Thomas. Bonsoir Patrick, moi aussi je suis extrêmement content que ça reprenne, ça fait plaisir. Et au micro, bon déjà Patrick et Thomas, et à la technique et également au micro parfois, c'est Mika. Salut à tous les deux, j'espère que tout le monde va bien. Et je vous garantis que cette émission va être savoureuse puisque le sujet, ce sont les légendes urbaines. Alors, je tiens à rappeler à ceux qui découvriraient cette émission, qui l'écouteraient pour la première fois, que Exo7 existe donc depuis 2 années maintenant. Et on a déjà parlé des légendes urbaines, puisque les légendes urbaines, il y en a beaucoup, ça pousse comme des champignons. Et donc, c'est une tradition de démarrer les saisons avec une émission sur les légendes urbaines pour faire un petit peu le point sur des histoires nouvelles ou des histoires qu'on n'aurait pas forcément racontées. Et donc je vais me plier à l'exercice en vous racontant une histoire. Alors le concept de la soirée, ça sera que Thomas et moi-même allons vous raconter des histoires. On ne vous dira pas tout de suite si elles sont vraies ou fausses et on vous le dévoilera après vous les avoir racontées, donc pour vous laisser réfléchir un petit peu. Donc vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Alors pour ma part, quand on me l'a raconté, le lieu concerné était une grande surface du sud de la France que je ne nommerai pas, hein, je ne donnerai pas la marque parce que donc ça peut porter préjudice. Donc on m'a raconté qu'un homme avait perdu son portefeuille sans s'en apercevoir, et une autre personne qui trouve ce portefeuille par terre, donc accourt pour le lui rendre. Donc pour le remercier de son honnêteté, l'homme qui avait laissé tomber le portefeuille s'approche de l'oreille de son bienfaiteur et lui dit: écoutez, il faut que je vous dise quelque chose, évitez à tout prix le centre commercial ce week-end et dites à tout votre entourage de ne pas venir parce qu'il va se passer quelque chose de grave. Et il lui en dit pas plus. Et le week-end arrive et effectivement une bombe éclate dans la grande surface, donc un attentat, et la grande surface est évacuée. Et la personne a été sauvée, effectivement, ainsi que tout son entourage, puisqu'elle avait écouté les conseils de cet homme qui manifestement était impliqué dans les attentats. Voilà. Donc cette histoire, vous l'avez peut-être déjà entendue aussi. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est une légende urbaine? Vous le saurez dans quelques instants. J'enchaîne avec une autre histoire, une histoire qui concerne le CD. Hein, le support CD, donc ce support compact disque, ce support numérique classique qu'on peut observer, qu'on peut toucher chaque jour, mesdames et messieurs. Eh bien, sachez qu'il y a une belle histoire derrière le CD, puisque donc ça se passe en 1982. C'est Sony et Philips qui inventent donc le CD, et ce CD mesure 12 cm de diamètre. Donc c'est la taille qu'occupe un morceau de 72 minutes. Et pourquoi 72 minutes, me direz-vous? Tout simplement parce que parmi les chefs de projet, il y avait un fan de Beethoven, un fan absolu. Et donc ce morceau de 72 minutes, qui allait déterminer donc le format standard du support CD, c'est la 9e symphonie de Beethoven. Voilà, donc croyez-le ou pas, la 9e symphonie de Beethoven fait exactement 72 minutes, et c'est pour ça que tous les CD audio font 72 minutes et pas une minute de plus. Voilà une belle histoire. Belle histoire, donc c'est à vous de déterminer si elle est vraie ou pas. Et une troisième histoire qui a dû faire flipper plus d'une personne, si vous l'avez entendu. Moi personnellement, c'est vrai qu'on me l'a répété beaucoup de fois, donc j'ai vérifié si c'était vrai ou pas. Vous connaîtrez la réponse dans quelques instants. Donc vous avez peut-être entendu déjà dire qu'on avale en moyenne par année 8 araignées pendant notre sommeil. Alors ça varie, 8 araignées, 10 araignées, et moi très souvent j'ai vu des jeunes filles effrayées dire: mais tu sais que il paraît que dans la nuit on avale des insectes comme ça, et que sur une année on en avale quasiment une dizaine. Alors c'est vrai que c'est assez peu ragoûtant. Et c'est avec cette histoire que je vais commencer tout de suite à vous dévoiler la vérité sur les légendes de ce soir. Bien, figurez-vous que cette histoire donc est totalement fausse, mesdames et messieurs. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui respirent là, parce qu'il y en a qui s'étaient résignés, qui s'étaient dit j'arrête de respirer quand je dors. Voilà, il y en a, je sais qu'il y en a déjà qui s'étaient résignés, qui s'étaient dit chaque année j'avale les araignées, c'est comme ça. Ma foi, je suis pas le seul. Bon, sachez que c'est totalement faux. Et ce qui est drôle, c'est que donc cette histoire a été inventée pour servir d'exemple
en ce qui concerne les choses absurdes justement qui circulent sur internet et que tout le monde croit. Alors c'est une journaliste qui s'appelle Lisa Holst qui a créé sa propre liste de faits donc. Et elle a pioché celui des araignées dans un livre de 1954 qui démontait justement les idées reçues sur les insectes. Donc elle l'a pris comme un fait authentique, elle a balancé sa liste, et c'est ce morceau-là, ce petit morceau de désinformation qui est devenu un des plus répandus du net. Et effectivement, c'est vrai, essayez de demander autour de vous, demandez à quelqu'un si effectivement chaque année on avale des araignées, il y a de très fortes chances pour qu'on vous réponde, mais oui, tout à fait, c'est vrai, il y a eu des tests, il y a eu des expériences, on avale des araignées. Bon, rassurez-vous, c'est faux, voilà. Alors je reviens sur les histoires que j'ai racontées plus haut. L'homme qui perd son portefeuille et qui donc conseille son bienfaiteur de ne pas venir dans la grande surface durant le week-end. C'est une histoire fausse, c'est une légende urbaine, et donc évidemment on la retrouve dans toutes les villes, alors que ce soit Marseille, Paris, Dijon, Lyon, New York. Alors il y a des variantes, on l'a retrouvée notamment après le 11 septembre, et donc certaines versions de l'histoire disaient que une personne avait ramassé le portefeuille de quelqu'un qui l'avait fait tomber, et cette personne qui avait perdu son portefeuille lui avait conseillé d'éviter le World Trade Center le jour du 11 septembre parce qu'il allait y avoir du grabuge. Donc c'est le propre des légendes urbaines, c'est de s'adapter, de s'assouplir et de se plier à l'époque. Voilà. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que cette légende fonctionne parce que qui dit terroriste dit personne qui ne considère pas la vie humaine. Donc pourquoi est-ce qu'ils préviendraient une personne? Pourquoi est-ce qu'ils auraient une espèce de once de remords à tuer cette personne-là qui a perdu son portefeuille et pas les milliers d'autres qu'il y a dans le bâtiment? Déjà. Donc voilà, c'est vrai que c'est étonnant que ça prenne, alors que dans la logique c'est impossible. Ah, c'est vrai qu'on peut imaginer une sorte d'ultime remords de la part du terroriste ou alors quelqu'un qui est juste au courant parce que dans sa famille il y a des terroristes. Mais en tout cas, moi donc voilà, je peux vous dire que dans mon entourage il y a des gens qui m'ont raconté cette histoire avec des grands yeux effarés en me disant mais écoute, mon cousin était à Bip, je ne citerai pas le nom du supermarché, cette semaine, il y a quelqu'un qui lui a dit attention ce week-end, donc voilà, et je suis quasiment certain qu'autour de vous avez déjà dû entendre cette histoire au moins une fois. Et en ce qui concerne notre CD qui mesure 12 cm de diamètre, eh bien l'histoire est tout à fait authentique. Si les CD mesurent 12 cm de diamètre et donc durent 72 minutes, c'est parce que effectivement parmi les chefs de projet il y avait un fan de Beethoven qui a proposé la 9e symphonie, puisque c'est un morceau universel dans lequel on trouve beaucoup d'instruments, on trouve de la voix, donc c'est un morceau assez général avec plusieurs types de sons à l'intérieur, et comme il fait 72 minutes, c'est devenu la taille standard des CD. Vous êtes toujours dans Exocet, l'émission dans laquelle on vous raconte des histoires bizarres, où on vous révèle des faits mystérieux, et donc ce soir l'émission est consacrée aux légendes urbaines, et c'est au tour de Thomas de nous raconter ces histoires. Une légende urbaine qui prend naissance au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est généralisée à tous les conflits. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que pendant les conflits, on le sait, les militaires ont souvent un courrier qui est censuré pour éviter d'apeurer les familles, etc. Donc il y a un contrôle de l'armée qui est fait dessus. Et là, notamment, cette histoire prend place pendant la Seconde Guerre mondiale avec un militaire américain pendant le conflit qui envoyait donc toutes les semaines des lettres à sa mère pour la rassurer, lui indiquant qu'il n'y avait aucun souci. Et un jour, ce soldat se fait faire prisonnier par l'ennemi, et la mère, la première semaine, ne reçoit pas de courrier, commence un petit peu à s'inquiéter. La semaine suivante, reçoit un courrier de l'armée lui disant « Écoutez madame, votre fils a été capturé par l'ennemi. Cela dit, ne vous inquiétez pas, nous n'avons aucun fait qui rapporte que les Allemands torturent les soldats américains. Il sera probablement libéré à la fin du conflit, à la fin de la guerre. Il n'y a pas de souci à avoir. » Et puis, quelques temps après, la mère reçoit à nouveau une lettre de son fils dans laquelle est précisé que tout va bien, qu'il est extrêmement bien traité, qu'il est nourri, que l'armée allemande s'occupe très bien de lui. Et il lui dit écoute, pour la collection de Teddy, décolle le timbre, tu lui donneras. Et là, ça fait un peu tilt dans la tête de la mère qui se dit mais je ne connais pas de Teddy, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il me parle de ce Teddy? Donc elle décide quand même de décoller le timbre, elle le retourne, et là, derrière le timbre, un message était en fait caché pour passer les barrières de l'armée, et était marqué dessus: maman, ils m'ont coupé les jambes. Voilà, donc histoire vraie ou fausse, je vous le dirai aussi par la suite. Et donc, effectivement, ça s'est inscrit comme ça dans plusieurs conflits.
L'histoire des canettes empoisonnées. Alors, beaucoup de monde, beaucoup d'entre vous, je pense, en ont entendu parler. Là, l'histoire a commencé avec un homme qui était en bateau, qui décide de prendre un repas à bord de ce bateau, une sorte de pique-nique. Et puis, quelque temps après ce voyage en bateau, il se retrouve hospitalisé. Il meurt subitement d'une maladie au départ que les médecins ont du mal à déterminer. Et en fait, après autopsie, ils s'aperçoivent qu'il avait la leptospirose, qui est une maladie qui est véhiculée par les urines de rat. Donc ils se demandent comment est-ce qu'il a fait pour contracter cette maladie, parce qu'il n'a jamais été en contact avec les rats ni quoi que ce soit. Ils font une enquête parce que plusieurs cas similaires se présentent à leurs yeux, un petit peu partout dans le pays. Ça se passe aux États-Unis, donc plusieurs cas similaires apparaissent. Donc ils décident de faire une enquête et ils s'aperçoivent au bout de cette enquête qu'en fait c'était des canettes de soda qui étaient contaminées par de l'urine de rat. Donc pendant leur phase de stockage, en fait, elles étaient dans des entrepôts où des rats vivaient tout simplement et donc urinaient sur les canettes. Pareil, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse ? Je vous le dévoilerai par la suite. Et enfin, puisqu'on est dans les sodas, on va parler un petit peu de fast-food. Là, beaucoup d'entre nous ont entendu parler de cette histoire. La tête de poulet Nuggets. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est une femme qui va donc au drive d'un fast-food connu, qui commande donc son repas. Et parmi sa commande, elle demande une boîte de nuggets. Elle retourne chez elle et puis elle revient un petit peu affolée, apeurée au restaurant où elle a commandé ses nuggets avec dans sa main une tête de poulet entière, donc en forme de nuggets. Donc voilà, elle porte plainte, elle gagne 400 000 € de dommages et intérêts parce que le fast-food décide un petit peu de taire l'histoire et lui dit bon écoutez madame, on vous donne cette somme-là et puis vous arrêtez un petit peu. Alors voilà, pareil, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse ? Je vais vous la révéler à la fin. Alors on va commencer par le message sous le timbre. Alors si je puis me permettre, déjà quand tu as commencé à raconter cette histoire, j'ai cru au début qu'il s'agissait de la fameuse légende urbaine des timbres au LSD. Ça rejoint effectivement un petit peu cette idée de timbres mystérieux, on va dire. En France, il y a encore une dizaine d'années, il y avait cette rumeur qui disait que sur certains timbres, il y avait du LSD, donc si on les léchait pour les coller, hop, on était drogué. Donc c'est une légende. Hein. C'est une légende aussi. Alors le message sous le timbre, évidemment, c'est une légende, c'est absolument faux. Quoique il y ait certaines personnes qui disent qu'effectivement, historiquement, certains soldats ont pu utiliser ce stratagème-là pour faire passer des messages. Bien évidemment, l'histoire qui est derrière, où c'est un homme qui s'est fait couper les jambes, etc. Ça, c'est de la pure invention qui s'est greffée un petit peu sur ce phénomène historique. On n'a même pas vraiment de preuves que des soldats aient utilisé ce stratagème. Maintenant, c'est vrai que c'est assez intelligent comme moyen de déjouer la censure. Donc, en tout cas, l'histoire est fausse. Concernant les canettes empoisonnées, donc là, pareil, beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, beaucoup d'entre vous continuent à dire que ça existe. Cette histoire est absolument fausse, ce n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu de contamination par de l'urine de rat sur des canettes. Pour la simple et bonne raison, déjà que lors de leur stockage, les canettes sont sous plastique, elles sont protégées, et que de toute façon, la bactérie de la leptospirose ne reste pas active assez longtemps pour pouvoir représenter un danger au moment de la consommation. Enfin, donc l'un dans l'autre, il y a trop d'éléments qui font que ce n'est pas possible. Et pour la tête de poulet au McDo, cette histoire est absolument vraie. Alors par contre, ce qui est très étonnant derrière, c'est qu'on ne sait absolument pas comment cette femme a pu se retrouver avec une tête de poulet entière en forme de nuggets entre les mains, parce que d'après les dirigeants du fast-food et de toute façon d'après tous les gens qui vont inspecter les chaînes de fabrication de nuggets, etc., le processus de fabrication des nuggets ne devrait pas pouvoir laisser passer ce genre de choses. Effectivement, ils ont une petite tendance pour fabriquer les nuggets à jeter des poulets entiers, mais les parties du corps sont très très largement triées. Enfin, le processus rend quasiment impossible, donc il y a eu des manquements, plusieurs failles durant la fabrication pour que cette femme se retrouve avec le poulet entier, enfin la tête du poulet entier entre les mains. Et on sait qu'il y a beaucoup de cas dans ce goût-là qui pourraient passer pour des légendes urbaines, mais qui sont authentiques. Beaucoup de cas de souris ou de rats qu'on a retrouvés dans des paquets de chips, dans des boîtes de conserve, parce que donc les souris s'égarent à l'usine dans les boîtes avant que les boîtes soient refermées ou que les paquets soient refermés. Et donc c'est déjà arrivé effectivement qu'on trouve des animaux, des petits animaux morts dans des boîtes.
Vous êtes toujours dans Exo 7, ce soir on parle de légendes urbaines et à mon tour je vais vous raconter quelques histoires. Certaines sont vraies, certaines sont fausses et je vous dévoilerai lesquelles à la fin. Donc l'histoire que je m'apprête à vous raconter est particulièrement trash, donc je tiens à prévenir les parents qui écoutent cette émission avec leurs enfants, écartez-les du poste parce que bon, c'est assez... Si vous êtes sensible, écartez-vous du poste de façon générale. Voilà, disons que c'est quand même assez violent. Alors donc, nous parlons d'une jeune fille qui a donc des démangeaisons au niveau du sexe et donc j'ai allumé mon micro. Oui. Donc elle découvre des vers. Alors elle est paniquée évidemment, elle va chez le gynécologue. Le gynécologue effectue un prélèvement, il donne un traitement à cette jeune fille en attendant les résultats d'analyse. Et quelques jours plus tard, donc le docteur appelle la fille, il lui dit de venir d'urgence. Et quand elle arrive, il lui explique qu'on ne trouve les vers analysés que sur les cadavres. Alors, il lui demande si elle a quelqu'un qui côtoie des morts dans son entourage, et là, elle lui répond que son mec travaille à la morgue. Donc, évidemment, une enquête est lancée, et le jeune homme finit par avouer qu'il a bien eu des rapports sexuels avec des cadavres, et il est allé en prison. Donc voilà, ça c'est une histoire qu'on m'a racontée. Je tiens à préciser que la personne qui m'a raconté cette histoire travaille dans le milieu hospitalier. Donc je vous dirai dans quelques instants si elle est vraie ou fausse. C'est une légende hospitalière. La deuxième histoire est assez superbe. Elle concerne Neil Armstrong, donc l'homme qui a posé son pied sur la Lune en premier. Et donc Neil Armstrong n'aurait pas seulement dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Il aurait rajouté quelque chose. Il aurait dit quelque chose que Houston donc a réceptionné, mais bizarrement donc les médias ne s'en sont pas emparés. C'est resté secret. Il aurait dit une phrase énigmatique: bonne chance, Monsieur Gorski. Alors pourquoi ? On s'est posé la question pendant des années. Neil Armstrong n'a jamais voulu répondre. Et puis 30 ans plus tard, Armstrong, lors d'une interview, a fini par confier aujourd'hui je peux le dire, Monsieur Gorski est mort maintenant, donc il n'y a plus de problème, je vais pouvoir répondre à cette question. Alors lorsque j'étais petit, j'avais l'habitude de jouer au basket dans le jardin, et un jour le ballon atterrit dans le jardin du voisin. Au moment où j'allais le ramasser, je suis passé devant la fenêtre de la chambre à coucher de Monsieur et Madame Gorski, nos voisins, et j'ai pu entendre Madame Gorski qui disait à Monsieur Gorski: une fellation ? Tu veux que je te fasse une fellation ? Je t'en ferai une le jour où le gosse du voisin marchera sur la lune. Voilà une histoire superbe, quoi qu'il en soit, et je vais vous dévoiler bientôt si elle est vraie ou fausse. Enfin, la troisième histoire concerne George W. Bush. Et donc le président des États-Unis ferait partie d'une société secrète composée par les familles les plus éminentes de l'université de Yale, qui s'appelle donc la Fraternité de la Mort, autrement appelée Skull and Bones. Donc les membres de cette société se réunissent dans une crypte, discutent de l'avenir du monde, et toutes les horloges de la crypte sont en avance de 5 minutes pour exprimer l'avance des Skull and Bones sur le reste de l'humanité. Donc George Bush aurait fait partie de cet ordre secret adolescent quand il était à l'université de Yale, et aujourd'hui c'est toujours un membre d'honneur de cette société. Donc vous connaissez sans doute, pour les avoir vus dans les films, les sociétés Alpha, Beta, Gamma, Zeta, les fraternités d'université. Donc celle-ci serait la plus secrète et la plus éminente. Mais de se dire que le maître actuel du monde fait partie de la Fraternité de la Mort, bon, c'est vrai que ça peut faire froid dans le dos. Et enfin, dernière histoire, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, à l'entrée de la crypte archéologique, il y a une plaque dans le mur, et cette plaque est dédiée à 12 soldats parisiens qui sont tombés contre les Vikings sur la rive sud de la Seine en 886. Donc évidemment, chaque année il y a des milliers de visiteurs qui passent devant cette plaque, personne ne la lit, mais donc il faut se représenter les Vikings sur leur dracard, descendre la Seine et donc se battre avec ces 12 soldats qui sont donc tombés pour Paris contre les Vikings. Donc vrai ou faux, hop, je vais vous le dévoiler tout de suite. On commence avec la fameuse histoire donc de cette jeune fille qui avait des démangeaisons au niveau du sexe. Donc cette histoire est fausse et c'est une histoire très répandue que donc j'ai entendu assez récemment, comme je vous le disais, par un proche qui donc travaille dans le milieu hospitalier, et quand il me l'a raconté,
ça me semblait tellement suspect parce qu'il y a tous les éléments de la légende urbaine. C'est-à-dire qu'on retrouve des thèmes qui touchent à la mort, donc des thèmes macabres, des thèmes qui touchent au sexe, qui touchent à des tabous, donc nécrophilie. Ça évoque aussi le fait qu'on connaît pas toujours nos proches. Donc c'est peur. Donc c'est aussi une peur à ce niveau-là, et donc il faut savoir que les vers ne se transmettent pas comme ça, hein. Donc les vers se répandent sur les cadavres quand les mouches pondent, mais ils se transmettent pas de cette manière-là. Donc c'est purement fictionnel. Ils vont pas d'un cadavre à un être vivant. Voilà, ça se passe pas comme ça. Et alors il faut savoir que sur cette histoire il y a des variantes, donc qui vont encore plus loin dans le trash. Par exemple, le gynécologue dans certaines versions de l'histoire dirait soit donc c'est lié à un cadavre, soit à un chien. Donc voilà, ça va toujours beaucoup plus loin dans le truc, mais sachez donc que c'est faux. En ce qui concerne Neil Armstrong, donc malheureusement c'est une très belle histoire, mais elle est fausse. Elle est fausse. Neil Armstrong n'a jamais dit bonne chance Monsieur Gorski. C'est bien dommage parce qu'on aimerait vraiment que ce soit vrai. C'est vrai. Et c'est tellement beau d'ailleurs que un court-métrage a été fait à partir de cette légende urbaine. Donc voilà. En même temps, encore une fois, le propre des légendes urbaines très souvent, c'est que ça ressemble à une blague. C'est-à-dire qu'il y a une intro, un développement, une chute parfaite. On se dit c'est tellement nickel que ça pourrait être une blague. Sauf que c'est des blagues macabres la plupart du temps. Donc là en l'occurrence, c'est tellement beau qu'effectivement c'est une légende urbaine. En ce qui concerne George Bush, eh bien là pour le coup c'est la vérité. George Bush fait effectivement partie de cette fraternité des Skull and Bones, la fraternité de la mort. Donc comme je vous le disais, c'est une société une société de l'université de Yale qui est composée par les familles les plus éminentes seulement de Yale. Et il faut savoir que John Kerry aussi, l'opposant de George Bush lors de la dernière élection, faisait partie de cette fraternité. Donc voilà, c'est une sorte de club étudiant de luxe avec des gens qui se réunissent dans une crypte. Et bah ça fait froid dans le dos, mais George Bush lui-même l'a donc avoué, dévoilé dans une interview au New York Times. Donc il en a pas honte parce que là-bas donc c'est une tradition estudiantine de faire partie de sociétés comme ça, de fraternité. Mais là bon, c'est vrai que quand on se dit que le président des États-Unis fait partie d'un groupe donc qui est symbolisé par un crâne et 2 tibias, bon ben on a le droit de flipper un petit peu quand même. Voilà. Et enfin pour terminer, l'histoire des Vikings de Paris est totalement vrai, hein. Si vous allez à Notre-Dame de Paris, donc rendez-vous à l'entrée de la crypte archéologique, vous verrez cette plaque. Et donc cette plaque est donc effectivement dédiée à 12 soldats parisiens qui sont tombés contre les Vikings à Paris. Donc les Vikings ont bien descendu la Seine en drakkar. Bon, c'est énorme, mais c'est vrai, ça s'est passé en 886. On vous parle de légende urbaine ce soir, et c'est Thomas qui prend la main pour vous raconter ces histoires. Alors moi, ma première histoire concerne un homme qui était très très gros, qui a décidé donc de faire un régime pour perdre du poids. Régime qui réussit plutôt avec succès puisqu'il perd pas loin de 30 kilos grâce à ce régime. Et forcément, en perdant du poids aussi rapidement, parce qu'en plus c'était sur un délai très court, il s'est retrouvé avec un petit peu de peau disgracieuse qui tombait du ventre tout simplement. Donc comme ça arrive souvent, il s'est fait opérer pour enlever ce surplus de peau. L'opération se déroule très bien. Bref, il est très content. Le problème, c'est que quelques semaines après, il reprend ses mauvaises habitudes de consommation et donc recommence à prendre du poids de façon très rapide. Le souci qui se pose à ce moment-là, effectivement, c'est que sa peau n'a plus pu suivre la prise de poids, car elle avait perdu en élasticité à cause de l'opération. Et donc, au fur et à mesure, elle a commencé à se déchirer et l'homme est mort tout simplement d'hémorragie externe à cause de son ventre qui aurait explosé littéralement sous son propre poids. Donc, est-ce que c'est une histoire vraie ou une histoire fausse ? Je vous le dévoilerai par la suite. Les portables et les stations-service. Alors, on en parle beaucoup. Vous remarquez que quand on va dans les stations-service, il y a des petites pancartes qui nous indiquent bien qu'il est interdit de téléphoner pendant qu'on est en train de se servir de l'essence. Pourquoi ? Parce que plusieurs cas de brûlure se sont avérés vrais sur des gens. Alors des cas de brûlure à l'aine, au visage, par exemple les gens qui ont leur téléphone mobile dans leur poche sont en train de se servir de l'essence. Le téléphone se met à sonner à ce moment-là parce qu'il reçoit un appel. Ça crée une étincelle, ça remonte le long du pantalon, ça brûle l'aine, ça peut brûler le visage aussi si la personne est en communication avec son téléphone.
Et donc il y a eu toute une note de Shell à ce sujet-là, plusieurs expérimentations, et apparemment ce qu'il serait même recommandé de faire quand on prend de l'essence, c'est de ne même pas avoir le téléphone sur soi ou même pas dans la voiture, car certaines voitures auraient carrément explosé suite à l'appel d'un téléphone mobile dans une station-service. Pareil, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Vous verrez ça par la suite. Et puis tout à l'heure tu racontais une jolie histoire, une jolie légende urbaine. Je vais à mon tour vous en raconter une. Alors cette histoire se déroule dans un avion où une femme blanche et un homme noir sont assis côte à côte, et la femme blanche est un petit peu énervée, un petit peu irritée, et là l'hôtesse de l'air arrive, donc ils sont en classe économique, et l'hôtesse de l'air arrive et elle se fait interpeller par la femme blanche qui dit Madame, comment pouvez-vous me laisser à côté de cette chose ? Donc ce sont les mots de cette femme. Elle dit voilà, je veux pas être à côté d'un noir, retrouvez-moi une autre place. Donc l'hôtesse de l'air dit bon, écoutez madame, on va voir ce qu'on peut faire, je vais voir avec le commandant. Elle revient quelques minutes après et dit à la femme écoutez, on a plus de place en place économique, il n'y a plus qu'une seule place disponible à bord de l'avion, elle est en classe affaires. Maintenant le commandant qui comprend très bien, qui peut très bien comprendre comment est-ce qu'on ne veut pas être assis à côté d'un tel monstre, pour une fois va faire un geste exceptionnel et va vous donner cette place en classe affaires. Et quand elle dit ça, en fait elle regarde l'homme noir à côté de la femme blanche, et là forcément tout l'avion se lève en applaudissant, en disant bravo, voilà, etc. Donc quelque part elle offre la place en classe affaires à l'homme noir en lui disant que la femme à côté de lui est un monstre parce qu'elle ne le considère pas. Donc pareil, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse ? Je vais vous le dire quasiment tout de suite. Alors, pour ce qui est de l'homme à la peau élastique, bien évidemment cette histoire est fausse. Elle découlerait même directement du film Seven. Donc pour ceux qui l'auraient vu, et je pense qu'ils sont nombreux, on connaît tous ce passage au début du film où on trouve le cadavre d'un homme de forte corpulence mort dans sa cuisine. Donc ça découlerait directement de ce film-là. Ça serait très fortement inspiré. D'ailleurs, on retrouve cette idée d'éclatement de l'abdomen à cause d'une trop forte ingestion de nourriture. Et bien évidemment, quand des médecins enlèvent de la peau, ils l'attendent pas comme un string au soleil, je dirais. Ils l'attendent pas à mort. Forcément, ils laissent suffisamment d'élasticité pour que au moins la personne puisse se plier. Et si la personne peut se plier, elle peut aussi prendre du poids. Ça ne pose aucun souci. De toute façon, on ne grossit pas assez vite pour que la peau ne puisse pas suivre derrière. Concernant les stations-service et les portables, ces histoires sont absolument vraies. Effectivement, plusieurs cas se sont avérés exacts de gens qui se sont retrouvés grièvement brûlés en plus, et de voitures qui ont réellement pris feu suite à des coups de fil dans des stations-service. Le phénomène est physiquement explicable, donc je me lancerai pas dans cette explication-là, mais sachez effectivement que quand vous recevez un appel, ça peut provoquer une légère étincelle, imperceptible à l'œil nu, parce qu'il y a une mise en charge en fait des circuits électroniques. Et donc, en contact de vapeur d'essence qui est un gaz extrêmement inflammable, l'explosion elle a des chances d'arriver. Alors maintenant, c'est une chance sur plusieurs milliards, mais ça explique pourquoi est-ce que dans les stations-service, en tout cas, on nous signale bien avec des gros panneaux qu'il est interdit de téléphoner. Donc même à la rigueur, laissez votre téléphone dans les voitures quand vous prenez de l'essence. Et puis, bien qu'elle soit très jolie, ma dernière histoire, en tout cas, ne peut pas être vérifiée. Elle a existé sur plusieurs compagnies, sur plusieurs vols. C'est un fait qui est relaté par plusieurs passagers. Elle est certainement plus inspirée parce qu'elle est jolie, parce qu'elle dénonce un acte tout simplement et purement raciste. Donc elle a bien fonctionné. Maintenant, effectivement, a priori, elle serait plutôt fausse, puisqu'en tout cas, il n'y a aucun moyen de la vérifier, et qu'elle a fait le tour du monde, et que quasiment toutes les compagnies aériennes ont été témoins de ce genre de phénomène. Et voilà, donc bien qu'elle soit bien belle, elle n'existe pas. Alors merci Thomas. Et d'ailleurs, dans les infos bizarres de la semaine, vous verrez qu'il y a une histoire assez proche de celle-là, puisqu'il s'agit donc d'un passager en classe économique qui passe en première classe. Mais bon, je ne vous dis pas tout de suite dans quel état. Je vous le dirai tout à l'heure. Nous sommes toujours dans Exo 7 sur Rage, et je vais donc à présent vous raconter mes dernières légendes urbaines. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle le concept de la soirée. On vous raconte des histoires et on vous dit à la fin s'il s'agit d'histoires authentiques
authentique ou si c'est bien des légendes urbaines. Alors voici une histoire particulièrement douloureuse, je dirais, pour qui l'entend et pour qui la raconte aussi. Je vous rassure, ça se passe au Brésil. C'est un homme donc qui part en vacances au Brésil et il sort faire la fête dans un bar. Sur place, il rencontre une très belle jeune femme et après quelques verres bien tassés, il perd connaissance. Et quand il se réveille le lendemain matin, il réalise qu'il a été drogué. Il est dans une chambre d'hôtel. Donc ça va pas très bien, il fouille ses poches, donc tous ses papiers sont là, ainsi que son argent, donc on l'a pas volé. Enfin ça c'est ce qu'il croit, puisque tout à coup il ressent une immense douleur dans le bas du dos et il constate dans le miroir qu'il a une grande cicatrice fraîchement suturée. Alors il se rend aux urgences, on le passe au rayon X et on s'aperçoit qu'il lui manque un rein. Alors la jeune femme qu'il avait droguée servait en fait d'appât pour un gang de trafic d'organes. Et c'est vrai que cette histoire n'a sûrement pas contribué au tourisme au Brésil. Et je vous dirai dans quelques minutes si elle est vraie ou fausse. La deuxième histoire se passe en Amérique, en Californie, dans une ville qui s'appelle Felicity. Et dans cette ville, il y a une petite pyramide dans laquelle il y a une capsule temporelle. Alors les capsules temporelles, ce sont des boîtes généralement dans lesquelles on place des objets qui sont typiques d'une époque pour que les gens du futur donc voient comment est-ce qu'on vivait avant. Donc dans cette pyramide, il y a une capsule temporelle et une plaque qui indique le centre exact du monde. Donc cette plaque à Felicity en Californie est le centre officiel du monde et donc ça a été reconnu par un groupe donc d'officiels. Et donc cette ville a été fondée en 1985 par un financier français qui s'appelle Jacques-André Istel. Et donc cet homme aurait également contribué à la création du parachutisme récréatif. Donc dans le cadre des loisirs, pas le parachutisme militaire. Ouais. Et donc voilà, le centre du monde. Alors je vous rappelle que bien évidemment quand on se trouve sur une sphère, n'importe quel point est le centre de la sphère par définition. Okay. Mais donc là voilà, Felicity aurait le centre officiel. Donc est-ce que c'est vrai ou faux? Je vous le dirai dans quelques instants. Et enfin une troisième histoire qui concerne une jeune femme, Vesna Vulovic, une hôtesse de l'air donc. Et le 26 janvier 1972, cette hôtesse de l'air a vécu un véritable miracle. Elle était à bord du vol Copenhague-Zagreb. Et l'avion dans lequel elle était survolait un petit village tchèque, et à 10 160 mètres d'altitude exactement, une bombe explose à l'intérieur de l'avion. Les 23 passagers et les 5 membres de l'équipage périssent dans la catastrophe, évidemment, mais Vesna Vulovic est éjectée, alors sans parachute, je le précise, avec une partie de l'avion brisée, qui fera donc une chute de 10 160 mètres. Alors le corps de l'hôtesse de l'air sera récupéré dans l'épave par un sauveteur, et après un coma de plusieurs mois, une fracture du crâne, une paralysie totale à partir du bassin, Vesna Vulovic réussit donc à se rééduquer et elle va de mieux en mieux. Aujourd'hui elle est en pleine forme, donc ça s'est passé en 1972. Voici donc les 3 dernières légendes de la soirée. Alors vous allez savoir tout de suite si c'est des légendes ou pas. Alors en ce qui concerne notre homme qui passe des vacances au Brésil et qui se fait voler un rein, donc ça c'est une des légendes urbaines les plus célèbres, les plus répandues qui soient, une des plus terrifiantes aussi, donc c'est faux, même s'il faut rappeler que le trafic d'organes existe, et on sait qu'il y a eu des faits divers absolument sordides dans lesquels donc des parents vendaient leurs enfants pour le trafic d'organes, ce qui est inimaginable, tellement c'est atroce. Mais donc là, cette légende là qui veut qu'un touriste se soit fait enlever un rein après avoir été drogué, donc ça c'est une légende, c'est faux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait mal dans le bas du dos. Enfin, ça me fait très mal. Même rien que d'y penser, là, je ressens le truc, quoi. Ça fait très mal, et il y a des variantes. Parfois, ça se passe dans une université américaine ou autre, donc il y a toujours d'autres versions. La pyramide de Felicity en Californie, dans laquelle il y a le centre du monde, eh bien, c'est une histoire vraie. Si vous allez à Felicity en Californie, vous verrez une petite pyramide, une petite capsule temporelle et une plaque avec un point gravé dans le fer. Et
sur lequel il a écrit Centre officiel du monde. Donc, mais officiel pour qui? Mais pour personne, c'est juste l'attraction locale. D'accord. Ça les a fait marrer de faire le centre du monde, et donc voilà, très officiel, avec un pseudo comité qui a donc validé la chose. Donc voilà. Et enfin, en ce qui concerne Vesna Vulovic, donc cette hôtesse de l'air miraculée, eh bien cette histoire est vraie. C'est sûrement une des histoires les plus incroyables dont on a pu parler ce soir. Elle a survécu à une chute de 10 160 mètres sans parachute. Donc comme je vous le disais, elle a passé plusieurs mois dans le coma, mais elle s'en est sortie. Elle va bien aujourd'hui. Donc il n'y a pas de chute comparable recensée dans l'histoire. C'est complètement miraculeux. Donc elle était à l'intérieur d'une partie de l'avion qui a sauté. Donc elle est tombée en même temps que ce morceau de l'avion qui manifestement a amorti sa chute. Et bien donc voilà, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une légende. Voilà pour les histoires de ce soir. Donc j'arrête là, puisque donc on va passer d'ici quelques minutes aux infos bizarres de la semaine. Je vous rappelle le concept au cas où vous écouteriez cette émission pour la première fois. Chaque vendredi dans Exo7, en fin d'émission, je vous raconte les informations les plus insolites qui ont marqué la planète cette semaine. On est toujours dans Exo7 et on passe donc aux infos insolites de la semaine. Comme je vous le disais, les infos insolites, c'est ce qui s'est passé de plus bizarre à la surface de la planète cette semaine. Et là, pour le coup, il ne s'agit que de faits avérés. Je rappelle que mes infos insolites bénéficient du label Exo7, c'est-à-dire que j'ai croisé personnellement les sources. Je me suis bien renseigné pour être certain que c'était avéré. Et donc les sources sont fiables, donc les histoires qui viennent des infos insolites que je vais vous présenter viennent soit de l'AFP, soit de Reuters, soit de l'AP et de sources fiables. Tu as raison de le préciser, parce que nombre d'émissions concurrentes ne prennent pas forcément cette peine. Le truc, c'est qu'après avoir fait une émission consacrée aux légendes urbaines, on aurait un petit peu l'air con de raconter des histoires sans vérifier nos sources. Donc là, pour le coup, c'est clair. Si ça s'avère faux, déjà, moi je vous le dirai les semaines qui viennent, et puis surtout, ça voudrait dire que les sources les plus fiables elles-mêmes se sont trompées, donc on aura quand même une excuse. Alors, cette première histoire que je vais vous raconter se passe dans un avion, justement, un avion de la British Airways, et c'est un homme d'affaires qui s'appelle Paul Trinder, un homme d'affaires de 54 ans qui s'est réveillé durant le vol qui reliait Londres à New Delhi, à côté d'une morte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que une vieille dame qui voyageait en classe économique est décédée pendant le vol, et donc le staff de l'avion l'a amenée en première classe. Parce qu'apparemment, donc, il n'y avait pas assez de place pour étendre son corps, qui n'arrêtait pas de glisser à cause des turbulences de l'avion. Et donc, notre homme d'affaires s'est réveillé, a vu le staff de l'avion poser le cadavre, et là, il a dit au steward, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est que cette femme, elle a l'air malade, et l'autre lui a dit, elle est morte. Et donc, la compagnie n'a pas remboursé son billet à cet homme. Par contre, il y a eu des excuses, et il faut savoir, et ça c'est vrai que c'est quand même très surprenant, même si c'est assez logique, 10 personnes chaque année meurent, donc sur les vols de la British Airways en l'occurrence, mais sur tous les avions d'une manière générale, des gens meurent, et donc British Airways, c'est 10 personnes par an en moyenne. Voilà, c'est insolite, mais c'est logique en même temps. Il faut bien que les gens meurent. Voilà. Donc la deuxième histoire concerne un Chinois qui s'est fait réduire les zygomatiques. Alors les zygomatiques, c'est les muscles qui font rire, mais c'est aussi les os visibles, les os des pommettes. Donc voilà, il y a les os zygomatiques et les muscles zygomatiques. Donc là, il s'agit des os zygomatiques. Donc ce Chinois s'est fait réduire ses os pour que sa femme donc puisse vivre plus longtemps. Vous me direz, mais quel est le lien de cause à effet ? Eh bien, tout simplement, notre Chinois, donc, qui s'appelle Lang, explique qu'il y a plusieurs médiums qui lui ont expliqué que ces zygomatiques proéminents portaient malheur à sa femme, étaient en train de la tuer, et donc il a décidé de se faire opérer. Alors, il a 48 ans, cet homme-là, et il dit... je crois que c'est vrai sans aucun doute, parce que il arrive toujours des petits soucis à ma femme, alors que moi j'ai aucun problème. Il dit, par exemple, chaque matin moi je vais chercher la bouteille de lait en bas de l'escalier, j'ai jamais eu de problème. Ma femme l'a fait une fois, elle s'est cassé les jambes, et puis on a un banc dans le jardin, je m'assois toujours dessus, il y a jamais de souci. Hop, ma femme s'est assise dessus, le banc s'est cassé. Donc il est persuadé qu'à cause de ses os de joues proéminents, sa femme donc a le mauvais œil, et il s'est fait opérer.
l'opérer. Alors le chirurgien a accepté de l'opérer, mais il a quand même conseillé de se débarrasser de ses superstitions. Donc c'est un petit peu le type de cas de conscience qu'on peut trouver dans la série Nip Tuck. Ouais. Donc les chirurgiens acceptent d'opérer, mais bon, en même temps ils essayent de raisonner le patient. La troisième information insolite de la semaine, c'est un homme, un bosniaque qui s'appelle Amir Veabovic, il a 45 ans. Et cet homme a simulé sa propre mort, il a simulé des funérailles, tout simplement pour voir qui venait à son enterrement. Alors, il a donc organisé des obsèques, et il s'est caché dans des buissons pour voir qui était là, et il n'y avait que sa mère, qui est donc venue à son enterrement. Alors cet homme a écrit une lettre aux 45 personnes qu'il avait invitées à ses funérailles, il les a incendiées, il a dit j'ai payé beaucoup d'argent pour avoir un faux certificat de décès, et donc pour que les croque-morts portent un cercueil vide. Et aujourd'hui, au moins, je sais qui sont mes vrais amis, puisque personne n'est venu donc me présenter ces derniers respects. Encore, il y avait sa mère. Alors bon, moi je me dis que s'il y avait vraiment personne à cet enterrement, c'est que ce gars devait vraiment être un chieur. Ouais. Et la preuve, c'est qu'il va jusqu'à faire un truc aussi gros, voilà, quoi. C'est clair. Donc voilà. En tout cas, l'histoire ne dit pas si la mère était au courant ou pas, mais je crois quand même qu'il a poussé le vice jusqu'à ne pas lui dire, parce que sinon, elle aurait pu le répéter à son entourage. Donc voilà. Et j'imagine que c'est le fantasme de beaucoup de personnes de savoir qui viendrait à ses funérailles. Donc lui l'a réalisé. On part à Minneapolis, avec la police de Minneapolis, donc qui essaye de comprendre comment est-ce qu'un garçon de 2 ans a tiré sur son père. Donc Abbott, non pas Abbott, excusez-moi, un homme de 24 ans donc s'est rendu à l'hôpital de Abbott qui se trouve donc à Minneapolis, voilà, et il avait donc il avait une blessure au bras. Il a expliqué que son fils de 2 ans avait pris un flingue du sac de sa mère et il avait tiré dessus. Donc il aurait pu carrément tuer son père, ce gosse-là. Et mais il s'est visé. Manifestement il s'est visé, et donc un des spécialistes de la brigade a dit que un petit enfant peut réussir à tirer avec une arme automatique, puisque donc la pression requise sur la gâchette est très légère, donc l'histoire est plausible, manifestement c'est jouable. On fait un détour par l'Europe, hein, puisqu'il s'agit d'une découverte internationale qui implique 19 mathématiciens, donc qui a résolu un problème vieux de 150 ans, un problème de maths. Donc il s'agissait de décrire une structure en 248 dimensions, la plus complexe de l'histoire de la géométrie. Donc le nombre de données obtenues dépasse celui du génome humain. Les mathématiciens ont mis 4 ans pour venir à bout de cette structure, grâce à des super ordinateurs en plus de ça. Donc si les calculs étaient écrits à la main en petits caractères, ils couvriraient Manhattan, c'est quand même pas rien. Et l'équipe espère que ce travail permettra d'aider la recherche en physique, notamment la théorie des cordes, qui implique un univers en 11 dimensions. Donc effectivement, on l'a vu qu'ils sont calculés une structure en 248 dimensions, ça peut aider. Et il faut savoir que, encore une fois, d'après les mathématiciens qui ont participé à ce problème de maths, on va dire, il n'y a pas plus difficile. C'est-à-dire que en maths, un des plaisirs vient du fait qu'on peut toujours trouver plus dur dans les problèmes. Là, ils ont dit il n'y a pas plus dur que ça. Voilà, c'est le sommet là. Et pour essayer d'expliquer à quel point c'était complexe, ils disaient la plupart des mathématiciens, la grande majorité, ne sait même pas de quoi il s'agit. Voilà, ne comprendrait pas. Donc voilà. Une histoire qui se passe à Superior dans le Wisconsin, donc aux États-Unis. Un jeune homme de 20 ans qui a reçu, alors bon, je tiens à vous prévenir que l'histoire n'est pas particulièrement ragoûtante, donc il a reçu une mise à l'épreuve après qu'on ait pu prouver qu'il avait eu une relation sexuelle avec un cerf mort. Voilà. Donc la sentence exige également que donc cet homme se fasse soigner dans un institut spécialisé, un institut pour la santé sexuelle et psychologique de Duluth dans le Minnesota. Mais il faut savoir qu'il en est pas à son coup d'essai, ce jeune homme, puisqu'il avait déjà été condamné à 18 mois de prison en avril 2005. Tenez-vous bien, pour avoir tué un cheval dans le but d'avoir des relations sexuelles avec. Donc là, je pense qu'on peut clairement parler d'un garçon dérangé. On peut parler d'un vrai
soucis psychologiques. Suite et fin d'Exocet. On passe aux dernières infos insolites de la semaine. Donc une histoire qui se passe aux États-Unis, une fois de plus, parce qu'il se passe pas mal de trucs bizarres là-bas. C'est normal, c'est gros en même temps, c'est logique. Donc c'est une histoire de taxi. Vous allez voir que c'est digne du film, donc, puisque ce taxi a heurté un bloc de glace sur une autoroute et le taxi a déraillé. Il est rentré dans une des glissières de sécurité. Le taxi a déraillé. Bon, bref, oui, voilà, on va le dire comme ça. Le taxi a dérapé. Hein, voilà. Et donc il a heurté une glissière de sécurité. Il a fait un saut périlleux et il est tombé 10 mètres plus bas sur la route, sur ses roues. Donc voilà, comme dans les films quoi. Donc imaginez la scène, saut périlleux, 10 mètres de chute, et il retombe pile sur les roues. Et à tel point que le passager et le chauffeur croyaient être toujours sur la même route. Parce que bon, ils se demandaient comment c'était possible. Et évidemment, le taxi est un petit peu compressé comme une crêpe. Alors, le passager a réussi à sortir à coups de pied, hein, il a cassé la porte. Et par contre, le conducteur a dû être désincarcéré, mais pas de bobo majeur. Tous les deux s'en sont bien sortis. Donc là, on peut parler de miracle quand même, parce que réussir à tomber sur la route, sur les roues, sans toucher personne, en plus de ça, ni heurter un mur ou quoi que ce soit, c'est quand même assez énorme. Donc, bravo les gars. Un bloc de glace quand même. Un bloc de glace, ouais, parce qu'apparemment ça gèle là-bas. Donc un bloc de glace qui avait dû se détacher et puis qui était tombé sur la route. Donc ça c'est pas de chance. Voilà. Alors, ils ont de la chance dans leur malheur, quoi. Des milliers de personnes affluent actuellement au domicile d'un policier indien à Port Blair sur les îles Andaman. C'est au large de l'Inde. Et donc ces touristes, non pas seulement des touristes, des fidèles, vous allez voir, affluent pour prier devant 2 portraits de Jesus Christ en personne, des portraits qui auraient saigné ces 2 dernières semaines. Donc le policier indien en question, Eric Nathaniel, a remarqué un fluide rouge qu'il a pris pour du sang, et ce fluide s'est coulé d'un portrait de Jésus dans sa maison. Il a expliqué que lui et sa famille ont allumé des cierges, ont prié toute la nuit, puis le sang a séché, et il a recommencé à s'écouler des mains et du cœur de Jésus sur un autre portrait. Alors, il faut savoir que la peinture rouge qui est utilisée dans ces portraits peut fondre en raison de l'humidité. J'ai vu moi-même d'ailleurs la photo, et il faut savoir déjà que le Jésus en question est habillé de rouge, tout de rouge vêtu, et que bon, il y a comme quelques traînées effectivement, mais bon, de là à dire que c'est du sang, il y a quand même un grand pas. Et une des explications, c'est effectivement que la peinture a coulé avec l'humidité, mais ça n'empêche pas, hein, vous savez comment ça se passe dans ce genre de cas, ça n'empêche pas les fidèles d'arriver par bateau entier pour prier. Et d'ailleurs, la police a dû déplacer un des tableaux à l'évêché pour pouvoir l'exposer au public, parce qu'ils ont du mal à contrôler la foule. Voilà. Alors quand on sait qu'une tache d'humidité peut provoquer des crises d'hystérie, c'est clair. On peut imaginer qu'un tableau du Christ qui est censé saigner, ça puisse faire déplacer des masses. Et on termine avec une histoire de pétage de plomb, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Ça se passe encore une fois aux États-Unis, dans l'Oregon. C'est un homme qui s'est habillé dans un uniforme de la Deuxième Guerre mondiale et qui a attaqué 2 employés au musée de l'aviation. Alors cet homme, vous allez voir, s'appelle Gérald Lahaye, et il est rentré en fait par l'arrière du musée. Il est rentré par infraction. Et il a pété la vitre qui protégeait donc un uniforme qui était exposé là, un uniforme de la Deuxième Guerre mondiale. Il a endossé la veste, le chapeau, le pantalon de cet uniforme de la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant que lui donc rentrait par infraction dans ce musée, il y avait 2 employés du musée qui venaient bosser, hein. C'était lundi matin. Donc il y avait Philippe Giger, 33 ans, qui est donc un des responsables du musée, et Cheryl McKay, 62 ans, qui elle s'occupait de la cafétéria. Et donc notre fou furieux a frappé le jeune et il a mordu, j'allais dire la vieille, mais non, il a mordu Cheryl McKay. Et en plus de ça, il est aussi accusé d'avoir tiré la sonnette d'alarme, et en plus il a fait péter une télévision sur le sol. Donc là, si c'est pas du pétage de plomb en bonne et due forme, je pète une vitre, je vole un uniforme, je le mets, je mords les gens. Voilà, c'est sur cette histoire qu'Exocet s'achève. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écoute de cette émission. Juste après, c'est la soirée live sur Rage avec bruit de scène et puis des morceaux en live. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour Exocet. Merci Thomas, merci Mika. Bye bye. Bonsoir à tous. Exocet.